Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour ce 283e épisode du podcast À côté de mes pompes. Mais avant de débuter la présentation de cet épisode, je voulais vous inviter à réaliser des actions simples pour continuer à faire grandir le podcast. Tout d'abord, pour ne rater aucune sortie d'épisode, je vous incite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, qu'il s'agisse de Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore YouTube. Deuxième action, vous pouvez me laisser une évaluation ou un petit commentaire. Et pour rejoindre la communauté du podcast, abonnez-vous sur les réseaux, qu'il s'agisse d'Instagram, Facebook ou encore LinkedIn. Par ces petits gestes, vous apporterez votre pierre à l'édifice du podcast. Et dans cette nouvelle capsule, l'œil du coach, vous allez retrouver Bruno et nous allons aborder un sujet qui fait souvent débat, à savoir les allures intermédiaires. Vous les connaissez sans doute, on parle de tempo, de seuil, de MA, des termes que l'on entend partout mais qui restent parfois flous quand il s'agit de les appliquer à l'entraînement. Alors, faut-il courir au seuil pour progresser ? En quoi une séance de MA est-elle différente d'un tempo run ? Et surtout, comment vous allez pouvoir intégrer ces séances dans votre entraînement pour en tirer de vrais bénéfices ? Alors avec Bruno, on va dépoussiérer tout cela et vous donner des repères clairs pour ajuster vos allures et surtout améliorer votre endurance. Si vous avez déjà eu l'impression de naviguer à vue entre ces différentes terminologies ou que vous cherchiez à mieux calibrer vos séances pour courir plus vite, prenez des notes durant cet épisode. Je vous laisse sans plus attendre profiter de cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby, seuil, tempo, EMA, comprendre ses allures pour progresser. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, c'est un plaisir de te retrouver ainsi que les auditeurs pour une nouvelle capsule L'œil du coach, cette capsule où l'on parle entraînement avec des applications concrètes, des choses que l'on va pouvoir mettre en place et qui vont nous permettre derrière d'être plus efficaces dans notre entraînement. C'est tout l'objet de cette capsule L'œil du coach avec aujourd'hui, c'est le prof de français qui vient vers toi Bruno, l'enseignant en éducation physique et sportive. Je me perds dans les terminologies, que ce soit du seuil, du tempo, de l'EMA, du seuil niveau 1, niveau 2. Alors, on va peut-être pouvoir débroussailler un petit peu tout cela. Mais d'abord, je te souhaite la bienvenue à nouveau sur cette capsule qui t'est consacrée, l'œil du coach. Salut Seb. Ouais, c'est sympa comme sujet. Séance tempo, séance seuil. Ouais, il y a plein de choses à dire. Alors moi, je me perds un petit peu dans les définitions. Tempo, seuil, EMA, est-ce que déjà on travaille dans les mêmes zones a priori ? Alors peut-être qu'on pourrait essayer de rajouter encore un terme puisque c'est la mode. Moi, quand j'étais jeune, alors oui, c'était il y a longtemps, j'en conviens, on parlait de séance au train. Donc l'entraîneur nous disait aujourd'hui, on fait une séance au train. Alors, une séance au train, ça ne voulait pas dire qu'on allait prendre le train pour faire sa séance ou qu'on faisait sa séance en prenant le train. En fait, ça voulait dire qu'on courait à une allure soutenue, mais qu'on pouvait tenir un certain temps. Donc voilà, en fait, on était un peu à la louche. On savait que c'était plus rapide que le footing cool qu'on faisait, que c'était moins rapide que le fractionné. À l'époque, on faisait du fractionné. On appelait ça de la résistance. On ne parlait pas de VMA, on n'avait pas les datas. Donc, on faisait la séance au train. Donc, je pense que la séance tempo, train, temps, tempo run, je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est une espèce de, alors je dis une espèce, c'est pas très sympa. C'est une allure qui est soutenue, mais qu'on peut tenir quand même tempo, j'imagine un certain temps. Donc voilà. Donc un terme de plus pour signifier ce qui, à mon avis, est plus ou moins la même chose. Alors le seuil, on en a déjà parlé plein de fois. Je sais pas si c'est utile d'y revenir. Alors SV1, seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2, seuil lactique 1, seuil lactique 2. Quelque chose qui est un peu quand même difficile d'accessibilité à toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, je veux bien leur dire qu'il faut courir entre le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2, ou le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2, mais comment on fait pour les mesurer, ces seuils ?
je crois que 99,9% des gens qui nous écoutent n'ont pas les moyens de le faire, si tant est qu'il y ait des moyens précis de le faire. Bon, voilà. Le seuil, on va pas y passer des heures. Moi, la meilleure définition que j'ai du seuil, c'est celle du docteur Tomaszewski qui disait, qui était notre médecin des équipes de France de 100 km et 24 heures, et qui disait: le seuil est une extrapolation hasardeuse d'une donnée de laboratoire. Donc moi, j'adore cette définition, je trouve qu'elle dit tout. Donc moi, j'aurais tendance, plutôt que de faire de baser un entraînement sur les choses qui sont un peu aléatoires, un peu difficiles à évaluer, à prendre quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus cadré. Voilà, c'est aussi un peu ma façon de fonctionner. Et l'EMA, c'est une intensité qui se situe entre 80 et 90% de la VMA. Ça, c'est précis, c'est chiffré, c'est accessible à tous. Et puis, on sait, en tout cas, moi, je sais, j'ai cette conviction que c'est une allure qui permet effectivement d'avoir pas mal d'effets bénéfiques sur l'entraînement. Pour revenir sur les définitions, on va rire un petit peu, hein. Tempo, j'ai trouvé maintenir une allure confortable mais soutenue, sans avoir plus de précision. Et pour le seuil, on l'érige comme étant la fameuse allure ni trop vite, ni trop lent. Avec ça, Bruno, je t'envoie la patate chaude et tu te débrouilles. D'accord, ok. Donc en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est sur des notions physiologiques. Le seuil, ça existe, hein. C'est pas une invention, c'est pas une vue de l'esprit. Le seuil, c'est le moment où la courbe de lactate, puisque quand on court, on produit du lactate. Plus on court vite, plus on va produire du lactate. C'est le moment où, en fait, cette courbe, dans la physiologie, ça se passe comme ça. À un moment, notre organisme n'est plus capable de transformer ce lactate qu'il produit. Parce qu'en fait, le lactate, c'est une source d'énergie. Donc, le corps produit du lactate, il le resynthétise, etc., etc. Et à un moment, le corps produit plus de lactate qu'il n'est capable de le réutiliser, de le resynthétiser. Et c'est à ce moment-là que la courbe monte en flèche. C'est ça le seuil anaérobie. C'est ce moment où la courbe de lactatémie monte en flèche et que l'exercice s'arrête parce que ce lactate devient quelque chose qui empêche en fait l'exercice. Il y a on a parlé dans une autre capsule, j'ai fait référence à Véronique Billat, qui est quelqu'un qui a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup apporté moi en tant qu'entraîneur, et je la salue. Elle parlait de vitesse de non-accumulation lactique. Je trouve que c'est assez parlant aussi, cette idée que voilà, on est en dessous de cette vitesse où le lactate s'accumule. Mais encore faut-il savoir combien on en produit, à quel moment il s'accumule, et du coup, c'est compliqué pour mettre dans l'entraînement. Alors je sais, hein, tout le monde fait du seuil, mais moi je trouve que concrètement, dans le quotidien des gens qui nous écoutent et des coureurs, peu de personnes sont capables de savoir réellement à quelle vitesse ils sont. Donc on est dans des définitions très hasardeuses comme ça, très très générales. Le seuil, c'est la vitesse semi-marathon. Le seuil, c'est la vitesse voilà, confortable mais pas trop. Et donc du coup, je trouve que c'est difficile pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, de tout baser sur des choses qui manquent, selon moi, un peu de précision, si je peux me permettre. L'endurance aérobie, cette zone d'intensité dans laquelle se trouve le seuil, hein. Le seuil, il est quelque part dans cette zone d'endurance aérobie qu'on va fixer entre 80 et 90% de la VMA. On sait que entre 80 et 90% de la VMA, toutes ces séances qu'on va réaliser, elles vont améliorer ce qu'on appelle l'endurance aérobie, cette fameuse endurance qui est fondamentale pour moi, qui permet en fait d'utiliser la plus grosse partie possible de la VMA. On parle beaucoup de VMA, ça c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. En fait, la VMA, c'est la puissance du moteur. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir un gros moteur, mais encore faut-il être capable de l'utiliser le plus possible. Et on ne peut pas utiliser 100% de son moteur, sauf si on court entre 4 et 6 minutes. Donc, si on court 10 minutes, si on court 20 minutes, si on court 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on va devoir utiliser un certain pourcentage de cette VMA. Sachant que ce pourcentage, il va diminuer au fur et à mesure du temps. On va utiliser 100% à 4 minutes, 98% à 6 minutes, 95% à 10 minutes, etc., etc. L'idée, c'est qu'en fonction de l'objectif qu'on se fixe, la durée de l'effort qu'on va viser, et je fais exprès de dire la durée de l'effort qu'on va viser, et je ne parle pas de distance, parce que si je vise de réaliser un 10 km en 1 heure, et si je vise
de réaliser un 10 km en 30 minutes, c'est pas la même intensité. Si vous courez 30 minutes et si vous courez 1 heure, vous ne courrez pas à la même intensité. Donc, c'est important de fixer la durée de l'effort qu'on va fournir. Est-ce que je vais courir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 minutes, 30 minutes? Et en fonction de cette durée d'effort, on va essayer de faire en sorte qu'on utilise le plus gros pourcentage de cette VMA en fonction du temps d'effort qu'on va courir. Voilà, c'est ça en fait cette zone intermédiaire. On a parlé de zone grise dans une autre capsule à propos de la polarisation de l'entraînement 80-20-20. Donc pour moi, le tempo run, le seuil, l'entraînement, les séances au train, c'est de l'EMA. Bon, facilite la compréhension de cette terminologie. Et c'est effectivement ces séances que l'on avait un petit peu mis de côté, voire exclues dans ce que l'on avait évoqué sur la polarisation, qui là ont quand même de l'importance. Elles vont avoir quelle particularité sur ce développement de notre capacité aérobie? Elles vont permettre de courir. Alors, moi, je pense que c'est important que les coureurs sachent pourquoi ils font telle ou telle séance. Hein, bon, ça, c'est notre côté prof. On essaye de donner du sens aux apprentissages. On essaye d'expliquer pourquoi on fait telle ou telle séance. Et donc, ces séances d'endurance aérobie, ce sont celles qui vont permettre, en fait, d'exploiter au mieux cette capacité qu'on a de courir vite longtemps. Courir vite longtemps, ça s'améliore en faisant de l'EMA, sachant qu'on a tous notre définition du longtemps. Un coureur de 10 km en 40 minutes, son longtemps c'est 40. Un marathonien Kipchoge, son longtemps c'est 2 heures. Nicolas qui fait le plaisir de nous écouter régulièrement, son longtemps c'est 2h45. Donc l'endurance aérobie, c'est cette capacité d'amener le coureur à utiliser la plus grosse part du gâteau que représente la VMA pour courir à l'intensité la plus élevée possible en fonction de la durée de l'effort qu'il a choisi de faire dans son objectif. C'est finalement, Bruno, de repousser, entre guillemets, ce curseur, on parlait de seuil, de lactate, le plus loin possible, le plus loin vers ce maximum, on va dire, de la vitesse. Est-ce que c'est finalement ce travail-là que l'on va faire dans ces séances de MA, de tempo, de seuil? On est sur un point d'équilibre, en fait, au moment où ça va basculer et où le seuil de lactate va pouvoir monter derrière. Voilà, c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça que les physiologistes parlent de seuil. C'est comme si on était sur, voilà, on ouvre une porte et là on bascule dans le monde de l'anaérobie, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Hein. On bascule dans le monde de l'anaérobie, le seuil anaérobie, puisqu'on va produire plus de lactate qu'on est capable d'en resynthétiser. Donc l'idée de l'entraînement au seuil, c'est de courir juste en dessous de cette zone, hein, ce que Véronique Billa appelle la vitesse de non-accumulation lactique. L'idée de courir juste en dessous de cette vitesse, c'est-à-dire d'apprendre à l'organisme à flirter avec cette limite, va permettre en fait de repousser cette limite vers le haut. La courbe de lactatémie, elle va pas bouger. Elle sera toujours la même. On va juste la déplacer vers le haut. Il y aura toujours un moment où elle va s'infléchir. On essaye juste qu'elle s'infléchisse le plus tard possible, de repousser ce moment où elle s'infléchit. Et là où moi, je m'inscris un peu en décalage avec cette notion du seuil, de la toute-puissance du seuil, c'est que c'est compliqué pour un sportif de connaître précisément ce seuil. À quel moment ça va basculer? Pour certains, ça bascule à 4 millimoles, pour d'autres, ça bascule à 6, pour d'autres, ça bascule à 8. Pour les sprinteurs, ça va encore plus haut. C'est pour ça que c'est difficile. Alors, on a fait une courbe de Gauss, on a dit tout le monde est à peu près à 4 millimoles au seuil. Enfin, quand on dit tout le monde, les sportifs qu'on a évalués, c'est-à-dire c'est même pas tout le monde. Et puis on dit, bah voilà, le seuil, c'est 4 millimoles. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Certains sont au seuil à 3, d'autres sont au seuil à 8, en fonction de leur niveau d'entraînement. L'avantage de concevoir l'entraînement comme une zone et non pas une vitesse unique, c'est qu'on va être plus efficace, un peu comme la VMA. C'est pour ça que je suis un peu attaché à cette notion d'EMA, endurance maximale aérobie, parce que à l'instar de la VMA, il n'y a pas qu'une allure de VMA. Pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'une allure pour améliorer l'endurance aérobie? Il y a plusieurs allures pour améliorer la vitesse maximale aérobie, la puissance aérobie, la consommation maximale d'oxygène, la VO2 max, on l'appelle comme ça. Il y a plusieurs allures. On va balayer une zone entre 95 et 105% de la VMA. Toutes ces séances qu'on va faire dans cette zone-là
vont améliorer le système de consommation maximale de l'oxygène. Il n'y a pas qu'une seule allure. L'EMA, c'est la même chose, c'est la même notion. C'est de se dire, il n'y a pas qu'une seule allure qui va améliorer l'endurance aérobie, il y a toutes les allures qu'on va balayer entre 80 et 90% de la VMA, et le seuil en est une. À un moment, on va travailler à cette vitesse limite, mais ce n'est pas forcément la seule et unique séance qu'il faut faire pour améliorer son endurance aérobie, ce que les tenants du seuil affirment. On court au seuil, on court au seuil, on court au seuil. Non, on court dans une zone un peu plus large qui va balayer une fourchette plus significative des allures et plus efficace surtout sur le terrain. Clin d'œil à nouveau à Nicolas, il me disait « Les séances d'EMA, elles font peur, mais ce sont celles qui me font progresser ». Est-ce que tu peux valider, Bruno? Oui, bien sûr. Et pourtant là, on a affaire à quelqu'un. Nicolas, on lui fait un coucou. J'espère alors, quand on écoutera cette capsule, ses pieds iront mieux, mais à l'heure qu'il est, ses pieds vont pas très bien. Il revient de Valence et ses pieds ont un peu souffert. Mais effectivement, Nicolas, c'est un coureur on peut considérer quand même de bon niveau. Hein. Il travaille, il n'est pas sportif de haut niveau. Il a quand même fait 2h45 au marathon. Il est artisan, et donc c'est pas un professionnel. Donc moi, j'estime que ce qu'il fait, c'est du haut niveau quelque part. Oui, il a l'habitude de mes programmes d'entraînement et quand il voit la séance de 3 fois 20 minutes, il se dit waouh, ça va être dur. Mais il y a un principe qui est très important dans l'entraînement, c'est le principe de progressivité. Voilà, donc dans un premier temps, on a travaillé l'EMA plutôt en puissance parce que j'aime cette notion de se dire que chaque système se travaille à la fois en puissance et en capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille le système en puissance, on va être sur les intensités élevées avec des durées d'effort qui sont courtes. On va travailler en haut de la zone de EMA. On va travailler plutôt à 90%. On va commencer par exemple par des fractions de 2 minutes. 2 minutes, on peut les tenir à 90%. Et puis on va travailler sur les fractions de 3 minutes. De même qu'en VMA, on va travailler sur des efforts de 30 secondes, de 40 secondes. Donc on va être en haut de la limite maximale. On travaille le système en puissance. On travaille la puissance en puissance et on travaille l'endurance en puissance. Et puis dans un deuxième temps, quand on a atteint un niveau de puissance le plus élevé possible, on va travailler le système en endurance. C'est-à-dire que la vitesse qu'on a réussi à atteindre, on va maintenant essayer de la faire durer dans le temps. Donc c'est la distinction aussi entre la préparation générale et la préparation spécifique. Et c'est vrai qu'en préparation spécifique, on va augmenter les durées. Et quand on voit qu'au bout du plan, on démarre à 10 minutes et on finit à 20, ouais, ça fait peur. Même quand on est un coureur aguerri et même quand on a l'habitude de ce genre de séance. Mais ça paye. C'est vraiment les séances qui permettent de progresser et d'amener le coureur à son niveau maximum. Et c'est ça, en fait, moi, plutôt que de lactate et des seuils qui sont des outils physiologiques, je préfère les outils qui me reviennent du terrain. Et quand un athlète vous dit, ben voilà, moi je sens que ces séances-là me font progresser, alors c'est peut-être pas très scientifique, c'est peut-être pas très impressionnant à entendre. Peut-être que les gens ont envie d'entendre des choses très techniques pour se dire, waouh, ouais, ça c'est technique. Mais en tout cas, c'est peut-être pas technique, c'est peut-être pas physiologique, mais c'est très pragmatique. Par rapport, Bruno, à une allure de course sur 10 km, semi ou marathon, est-ce que cette EMA se rapproche plus ou moins des allures de course ou est-ce que là, on fait fausse route en voulant calquer l'EMA sur ces différentes allures spécifiques par rapport aux distances que l'on va mettre en place sur de prochains dossards? Alors non, on ne fait pas fausse route parce que la vitesse de course, elle correspond à un moment. La vitesse de course, elle correspond toujours à une des fameuses 3 zones. Si je cours 100 km ou 24 heures, ma vitesse de course, elle est dans les intensités faibles. Si je cours un 1500 ou un 2000, ma vitesse de course, elle correspond à la VMA. Et donc, l'EMA, c'est aussi une zone dans laquelle il y a plein de vitesses de course. Sauf que là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il ne faut pas dire l'EMA, c'est ma vitesse 10 km. L'EMA, c'est ma vitesse marathon. Faire le lien entre une intensité et une distance, c'est-à-dire dire la vitesse marathon, la vitesse 10 km, c'est tant de % de la VMA ou c'est telle intensité, c'est une erreur.
c'est une erreur et elle est encore trop communément pratiquée. Hein, je suis désolé de le dire. Pourquoi? Parce que 10 kilomètres pour Jimmy Gressier ou notre jeune champion d'Aguinos, ça dure moins de 30 minutes. C'est 27 minutes. Mais pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est 40, c'est 45, c'est 50, c'est 1 heure. Donc, dans cette zone de MA, peut-être que je vais retrouver ma vitesse 5 km ou ma vitesse 10 km ou ma vitesse semi. Ça va dépendre du temps que je mets pour faire 5, pour faire 10 ou pour faire 21. Alors bien sûr, quand on explique ça aux gens, on a tendance un peu à les perdre. J'espère d'ailleurs qu'on perd pas nos auditeurs. Mais n'empêche que c'est plus précis que de dire un marathon se court à 80% de la VMA. Oui, ça c'est facile à comprendre, c'est facile à retenir, sauf que c'est pas vrai. Alors, je l'ai expérimenté, Bruno, hein, sur le marathon pour tous. J'étais loin de ces 80% et cette endurance, cette capacité à courir vite longtemps, ça m'a manqué. Donc, comment je vais pouvoir intégrer dans un plan d'entraînement ces séances de MA, alors tempo run, seuil, on l'a dit, hein, mais qui visent à augmenter finalement le réservoir pour tenir longtemps à une vitesse qui sera celle que j'espère et que je vise en compétition. Alors, j'aime bien cette image que tu as utilisée parce que elle est très parlante, je trouve. Et du coup, ça me fait penser à celle que moi j'utilise dans les stages de course à pied que j'organise. Je dis que quand on fait des séances de VMA, on va augmenter la capacité du réservoir. Et quand on fait des séances de MA, on va augmenter la capacité du robinet. C'est-à-dire que si vous avez une EMA qui est faible et que vous avez un énorme réservoir, vous avez une grosse VMA, mais que vous n'avez pas de EMA, si vous voulez courir longtemps, très longtemps, ben, il va falloir que ce gros réservoir, vous n'oubliez pas le robinet trop vite. Parce que si vous ouvrez le robinet trop vite, le réservoir va se vider. À l'inverse, si vous avez besoin d'un effort, donc si on fait des efforts longs, à l'inverse, si vous avez besoin de faire des efforts courts, on peut ouvrir le robinet à fond. Il n'y a pas besoin d'avoir un réservoir qui va durer des heures et des heures. Et donc, j'espère que j'ai perdu personne avec mon histoire de robinet. Il y aura pas des calculs à faire avec des baignoires qui se vident et qui se remplissent, hein, je vous rassure. Mais en gros, si je veux avoir beaucoup de puissance, je vais faire des séances de VMA, j'ai un gros robinet. Mais si j'ai un gros robinet qui peut s'ouvrir très vite, mais que mon réservoir est tout petit, je vais pas courir longtemps. Donc en fait, l'EMA, c'est quoi? C'est augmenter le réservoir indépendamment de la puissance que je vais avoir avec le débit de mon robinet. Interdiction de faire des blagues avec ça. L'EMA, c'est ça, c'est augmenter en fait la capacité de avoir un plus gros réservoir pour que je puisse doser avec ma VMA la quantité dont j'aurais besoin en fonction de la durée de mon objectif. Comme je le disais tout à l'heure, alors Seb, j'espère que je t'ai pas perdu là. Non, non, c'est bon, je suis toujours là. Ouais, parce que Je vais aller chez Brico Dépôt tout à l'heure chercher 1 ou 2 robinets, mais ce sera bon. c'est ça, parce que des fois je m'enflamme et puis je me dis, ça se trouve, je suis en train de perdre tout le monde. Donc si je perds Seb, j'ai perdu tout le monde aussi, donc c'est pas bon. Faut me ramener sur terre avec mes histoires de robinets et de citernes. Donc revenons à nos moutons, revenons à notre citerne. L'idée, c'est que j'augmente la citerne, c'est ça. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, puisqu'on va donner quand même des éléments concrets à nos auditeurs, c'est de commencer à travailler chaque système, comme je l'ai dit tout à l'heure, en puissance. Donc, je vais aller sur des séances de durée qui sont courtes pour avoir le maximum de puissance et d'intensité. 2 minutes, c'est bien. Donc, 8 fois 2, 9 fois 2, 10 fois 2. Voilà, ça, c'est aussi ce principe de progressivité que j'aime bien mettre en œuvre. Donc, je reste sur des durées identiques, 2 minutes. Donc, je vais gagner en fait en volume en augmentant non pas la durée de l'effort, mais la durée globale de la séance. 8 fois 2, c'est 16, 18, 20. Je garde la même intensité, mais mine de rien, j'ai augmenté ma durée d'effort. L'étage suivant de la fusée, c'est 3 minutes. Donc, on garde toujours le même volume. J'avais 10 fois 2, je vais faire 3 fois 7. De 20 minutes, je passe à 21. Donc, j'augmente un petit peu, pas trop, mais par contre, j'augmente d'1 minute. Et puis, je peux faire 6 fois 4, 5 fois 5. Je ne vais pas aller au-delà de 8-10 minutes parce que ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir de la vitesse, de gagner de la vitesse, de travailler
mon endurance aérobie en puissance. Et puis, dans un deuxième temps, après la préparation générale, quand je vais m'approcher de l'objectif où je vais être en préparation spécifique, l'idée, ça va être de conserver cette intensité que j'ai acquise au fur et à mesure des séances en étant sur des durées d'effort pas trop longues qui me permettent d'aller vite. Je vais viser d'augmenter euh, cette, euh, cette capacité d'endurance aérobie en volume. Donc, imaginons que je sois arrivé à 3 fois 10 à 15 km/h, par exemple. Ça peut être 14, ça peut être 18, peu importe, ça dépend du niveau du corps. Je vais augmenter la durée. 3 fois 10, 3 fois 12, 3 fois 14, 3 fois 16, 3 fois 18, 3 fois 20. Et là, je vais essayer de maintenir la vitesse. Mais là, je vais vraiment travailler mon système en endurance après l'avoir travaillé en puissance. Donc, il y a vraiment 2 temps distincts, un peu comme quand on fait de la VMA courte et de la VMA longue. Il y a vraiment 2 temps distincts pour moi dans la préparation dans la planification et dans l'amélioration du système avec ces 2 phases qui permettent aussi, et ça c'est un petit bonus supplémentaire, d'avoir des séances qui sont variées. On fait quasiment jamais la même séance semaine après semaine. Si vous reprenez toutes les séances que je vous ai données là, on est quasiment sur 20 ou 25 séances différentes. Et donc du coup, on joue aussi sur ce principe d'adaptation, d'adaptabilité et puis de variété qui est ludique. On ne fait pas les mêmes entraînements. Et donc, c'est dur, ça fait peur quand on voit le programme, mais c'est très efficace au final. En termes de récupération entre ces fractions, bien évidemment, elle va pas être la même entre ces temps de 2 minutes et ces 3 fois 20 minutes, par exemple. Comment tu l'articules? Est-ce que c'est pincé? Est-ce que c'est très court? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait très peu de récupération? Ou au contraire, est-ce que tu laisses à ton athlète la possibilité de souffler un petit peu avant de repartir? Qu'est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, on va pas chercher forcément ce qu'on cherche en VMA, où là, on va vraiment chercher à pousser l'intensité au maximum, à pousser la fréquence cardiaque la plus élevée possible, puisque ce qu'on cherche, c'est le développement de la consommation maximale d'oxygène. Donc, le critère de réussite, c'est une fréquence cardiaque la plus haute possible, le plus longtemps possible. Sur ces séances de MA, on est sur une approche un peu différente, puisque on a une dérive cardiaque, mais elle est plus régulière, elle est plus lente. Donc, on doit avoir une dérive de fréquence cardiaque qui est régulière, mais qui n'est pas dans des intensités aussi élevées que la VMA. Donc, on est quand même sur des récupérations qui sont plus longues, mais qui ne sont pas aussi pincées que les récupérations de VMA. Donc, concrètement, alors pour faire simple, parce que c'est aussi une question de faisabilité et de mise en œuvre, 2 minutes d'effort, moi je propose 1 minute de récup. Donc ça va faire 2, 1. Ça peut être ensuite... En fait, ce qu'on va chercher après, c'est à pincer les récup, mais en étant sur un socle qui est stable et qui est déjà bien construit. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire... Si on fait du 8 fois 2, 1, ou du 9 fois 2, 1, ou du 10 fois 2, 1, on va pas faire du 3 fois 20, 10. Parce que là, pour le coup, on perdrait tous les bénéfices de ce qui a été travaillé pendant la répétition. Donc, un athlète qui est bien aguerri à ce genre de séance de MA, Nicolas, par exemple, de mémoire, 3 fois 20 minutes avec 1,30 de récup. Et ça passe crème pour utiliser une expression qu'on entend souvent. Donc, le rapport entre la durée d'effort et la durée de récup, qui est quasiment de 50% au début, va après être dans l'ordre alors je sais pas en pourcentage que ça représente, mais 3 fois 20 minutes avec 1,30 ou 2 de récup, voilà, on est dans du 10% quasiment. Mais il y a eu cette progressivité, l'entraînabilité, donc la récupération est moindre pour pouvoir enchaîner et avoir là presque 1 heure d'endurance maximale aérobie avec la fin du programme. Donc ça se construit semaine après semaine. Tu dis 25 séances. Comment tu les articules dans un plan? Est-ce que c'est une séance de MA par semaine? Est-ce qu'il y a des pièges à ne pas commettre pour en mettre trop ou pas suffisamment? Parce que s'il y en a trop, ça va être contre-productif. Mais s'il n'y en a pas assez, on va peut-être pas développer assez ses capacités. Alors, quel est le bon dosage, s'il en existe un? Pour moi, le bon dosage, c'est une séance par semaine. D'abord parce que quand on est en phase de préparation générale, souvent c'est 2 séances de VMA, on va dire une courte et une longue. Donc quand on a fait une séance de VMA courte, une séance de VMA longue, et qu'au milieu on fait une séance de MA, ça fait quand même une belle semaine avec 3 séances relativement intenses. Après, mettre 2 séances de MA par semaine, ça voudrait dire qu'on ne met qu'une séance de VMA, donc on fait un peu l'impasse sur le développement du robinet, et c'est un peu dommage, parce que si on a une grosse citerne, typiquement, moi par exemple, j'aime pas parler de moi, mais je trouve que
de temps en temps, si ça permet d'illustrer un exemple, c'est bien. Moi, j'avais une énorme citerne, énorme, grosse endurance aérobie, mais un tout petit robinet, pas ou peu de puissance. Donc effectivement, même si j'ouvrais le robinet à fond, ça coulait pas vite, mais ça pouvait durer pendant des heures. Donc il faut toujours essayer de trouver un équilibre harmonieux. Donc si on ne fait que de l'endurance aérobie, qu'on augmente la capacité de la citerne, mais que on néglige la VMA et qu'on n'a pas de puissance, on va pouvoir courir très très longtemps, mais pas vite. Donc il faut toujours trouver l'équilibre entre les deux. Les séances de MA, comme le disait Nicolas, c'est des séances qui sont très engageantes, qui sont physiquement quand même difficiles. C'est des séances qui sont longues, avec des intensités qui sont pas maximales, mais qui sont quand même élevées. Et donc, une séance par semaine, je trouve que c'est largement suffisant. Et ça n'entrave pas, en fait, les progrès qu'on peut avoir sur ce type d'exercice. C'est absolument pas scientifique, ce que je te dis. C'est vraiment des retours de terrain. Mais j'ai jamais constaté qu'une séance de MA par semaine était insuffisante. Alors que j'ai constaté qu'une seule séance de VMA par semaine, pour la développer, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment en mettre 2 pour progresser. Le MA, c'est pas la peine d'en mettre 2 par semaine. Pour des coureurs, Bruno, qui viendraient à courir 2-3 fois par semaine, est-ce que cette séance de MA, pour développer vraiment cette citerne et cette capacité à courir vite longtemps, peut se positionner dans cette traditionnelle sortie du dimanche, avec des blocs qui vont être à une allure un petit peu plus rapide, on récupère, on retourne à une allure un petit peu plus rapide, et puis on finit par un retour au calme. Est-ce que ça peut s'intégrer dans une sortie longue du week-end? Oui, complètement. Complètement, parce que là, on va revenir sur un sujet un sujet d'une autre capsule dont on a déjà parlé, c'est cette fameuse endurance fondamentale, la sortie longue du week-end. C'est quand même quelque chose qui se pratique beaucoup, c'est-à-dire que le week-end, on va courir lentement. Mais on l'a déjà dit et répété, on va courir lentement, mais on ne va améliorer que notre capacité à courir lentement. Donc, mettre de la qualité dans une sortie longue, comme une séance de MA, par exemple, je trouve ça très pertinent. Quelqu'un qui fait du trail, par exemple, on peut mettre une séance de côte à l'intérieur, une séance de côte descente. On peut combiner dans la sortie longue quelque chose de plus qualitatif pour justement faire 2 séances en une. Parce que la sortie longue en soi, elle n'a pas un énorme intérêt, si ce n'est que de juste mémoriser, de courir longtemps et lentement. Moi, ces séances du dimanche qui sont à un rythme linéaire, elles m'ennuient un petit peu, et dans ce cas-là, d'apporter un petit peu de rythme, de variété, de tempo. Toi, on revient à la définition de cette terminologie. C'est un petit peu plus ludique et ça permet de casser cette éventuelle monotonie. Personnellement, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, ça n'engage que moi, bien évidemment. Ouais, puis ça permet de faire un peu, c'est du 2 en 1. On fait 2 séances en une, et quand on n'a pas la possibilité de s'entraîner tous les jours ou 5 fois par semaine, c'est très pertinent, c'est très efficace de mettre dans la sortie du dimanche, la sortie longue où on a plus de temps, de mettre de l'EMA, de mettre des côtes, de mettre quelque chose qui va à la fois apporter de la variété, qui va rompre un peu la monotonie et qui va aussi apporter une qualité supplémentaire. Bruno, je te laisse reformuler ce qu'est finalement cette séance de MA. On a parlé de tempo, de seuil ventilatoire, de seuil de lactate. On a beaucoup utilisé le mot robinet, même si elle n'est pas sponsorisée par quelconque magasin de bricolage. Mais pour faire simple, pourquoi développer donc son endurance et comment on peut le faire avec cette séance de MA que tu préconises? Alors, pourquoi développer son endurance, cette endurance aérobie, celle qui est fondamentale? Moi, je suis un peu lourd avec ça, j'avoue. Un peu taquin aussi, mais bon, on a le droit de s'amuser un peu dans cette période un peu tristounette. Donc, pourquoi développer cette endurance aérobie? Pour utiliser la plus grande part possible de la puissance aérobie qu'on aura développée par ailleurs en faisant les séances de VMA. Donc voilà, on a le gâteau, et l'idée, c'est de prendre la plus grosse part possible du gâteau en fonction de la durée d'effort. C'est ça le but de l'endurance aérobie, c'est donc de courir vite, longtemps. Comment on fait ça? On fait ça en utilisant des séances tempo, seuil, train, dans des allures intermédiaires, entre 80 et 90% de la VMA. Donc une zone d'intensité qui est quand même assez importante. Et donc l'idée ensuite, c'est de courir à ces intensités-là, entre 80 et 90%, plus ou moins longtemps en fonction de ce qu'on va viser, en fonction de l'objectif.
Eh bien, merci Bruno. Et pour les auditeurs, on vous attend bien évidemment sur nos différents réseaux, également sur Spotify. Vous pouvez laisser des petits commentaires et des évaluations, mais venez nous dire ce que vous utilisez comme terminologie et si vous arrivez à travailler cet aspect important donc de la performance, à savoir l'endurance. Merci Bruno pour cette capsule et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. On a déjà planché sur pas mal de sujets. Ouais, c'est vrai que l'année 2025, ça s'annonce sympa. On a plein d'idées de sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à nous souffler aussi des idées de sujets. On a plein de sujets à travailler. Ça va être sympa, ça va être passionnant. Plein de choses encore à dire. Eh bien, merci Bruno. Et pour les auditeurs, je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule, l'œil du coach avec Bruno et dès la semaine prochaine, bien évidemment pour les épisodes du podcast À côté de mes pompes. À très vite. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!